Abordons maintenant le HELP syndrome. Le HELP syndrome, décrit par Weinstein en 1982, consiste en l'association d'une hémolyse avec l'apparition de schizocytes, d'une anémie et d'une baisse puis d'un effondrement de l'haptoglobine, d'une élévation des enzymes hépatiques, donc d'une cytolyse, et enfin d'une thrombopénie périphérique. C'est une complication grave de la prééclampsie qui fait passer la dysfonction endothéliale observée au cours de cette maladie, comme vous l'avez compris dans le chapitre consacré à la physiopathologie de la prééclampsie, à celle d'une défaillance endothéliale. Les hématies et les plaquettes se détruisent et se fragmentent dans les vaisseaux. L'endothélium malade ne maintient plus l'homéostasie nécessaire au bon fonctionnement et à la circulation correcte dans les organes, et c'est particulièrement vrai au niveau du foie, là où se concentre une péliose et une endothéliose, une mort cellulaire au niveau hépatique qui va aller à confluence pour faire des plages de nécrose, puis d'hématomes sous le foie et éventuellement qui peuvent rompre dans le péritoine. L'incidence du HELP syndrome est d'environ 10% des prééclampsies. Il y a des cas très précoces qui sont le plus souvent des indications à l'interruption thérapeutique de grossesse. Il y a également des cas du postpartum dans environ 30% des cas chez les femmes qui n'ont pas été symptomatiques en prépartum. L'hypertension artérielle et la protéinurie ne sont pas systématiques. En revanche, la douleur abdominale, la douleur épigastrique ou de l'hypocondre est relativement commune, si ce n'est constante. Là, le HELP syndrome est une situation avec une mortalité maternelle non négligeable et des conséquences également sur les enfants. La troisième affection et complication réanimatoire de la prééclampsie, c'est le PRES syndrome. Alors, le PRES syndrome est en fait un continuum de la microangiopathie ou de la dysfonction endothéliale centrée au niveau du cerveau. En effet, il a été décrit dans la littérature dans les années 96, une première série Princeps américaine et française, la survenue et la constatation de la survenue de signes tout à fait caractéristiques, ceux de troubles visuels, de convulsions, de troubles de la conscience, de céphalées intenses, éventuellement associés à de l'hypertension artérielle, et qui touchaient dans cette première série publiée dans le New England environ 30 à 40% de femmes dans un contexte prééclamptique. Était-ce les premiers stades de l'éclampsie? C'est ce qui avait fait l'objet d'un certain nombre d'hypothèses. Et à l'époque, en 1996, l'imagerie avait apporté des notions tout à fait intéressantes et importantes. En effet, quand on amène au scanner ou mieux à l'IRM avec des séquences spécifiques ces patientes, on retrouve fort habituellement des lésions au niveau des zones postérieures du cerveau avec un œdème qui peut être un œdème cérébral vasogénique et éventuellement un œdème cérébral cytotoxique qui prédomine dans les régions pariéto-occipitales et qui sont habituellement réversibles. C'est la raison pour laquelle on l'a appelé posterior reversible encéphalopathie. Donc en pratique, c'est l'association probablement de phénomènes d'œdème vasogénique, c'est-à-dire d'une dysfonction de l'endothélium au niveau cérébral qui crée une extravasation de liquide dans le secteur interstitiel au niveau cérébral, mais également de phénomènes spastiques, principalement dans les artères des régions postérieures du cerveau, une sorte de vasospasme, et dont on sait maintenant qu'il est éventuellement accessible à des traitements spécifiques, soit par le magnésium, soit par des inhibiteurs calciques plus spécifiques du cerveau. Enfin, l'étape d'après étant la crise d'éclampsie caractéristique que nous avons déjà décrit antérieurement. Ce qui est assez intéressant, c'est de discuter la physiopathologie de ces événements, qui sont soit qu'il y ait un dépassement de l'autorégulation du débit sanguin cérébral, avec un œdème de surperfusion, d'overperfusion, et donc un œdème cérébral vasogénique, ou qu'à l'inverse, il y ait un œdème cérébral de souffrance ischémique ou hypoxique lié à des phénomènes de vasospasme, notamment lors des poussées hypertensives. Les deux physiopathologies sont un peu différentes, car autant dans la première, l'œdème vasogénique va résorber et revenir avec une restitution ad integrum chez les patientes à la fin de l'épisode aigu de prééclampsie, alors qu'à l'inverse, l'œdème cytotoxique peut laisser des séquelles chez les patientes. Abordons maintenant le chapitre consacré à l'anesthésie de la prééclamptique. Le plus souvent, la grossesse, on l'aura vu dans les chapitres précédents, devra être interrompue pour des raisons maternelles, fétales ou mixtes.
Dans ce contexte, si les voies naturelles sont possibles, la question pourrait se poser de la possibilité d'une analgésie loco-régionale, par une péridurale par exemple, et en l'absence de troubles de coagulation, il n'y a aucune raison d'interdire à une patiente de pouvoir bénéficier de ces techniques d'anesthésie. Mais le plus souvent, les conditions sont soit défavorables, soit trop précoces pour pouvoir faire un accouchement par les voies naturelles, et par ailleurs, les fœtus, souvent prématurés, voire extrêmement prématurés, ne pourraient pas tolérer cette situation, et c'est donc une césarienne qui devra être réalisée. Dans ce contexte, deux techniques sont possibles, l'anesthésie générale ou l'anesthésie loco-régionale. L'anesthésie générale présente des spécificités en obstétrique et également des difficultés qui sont accrues par la situation prééclamptique de la patiente. Des difficultés d'intubation parfois supplémentaires, liées à l'œdème, des difficultés liées à l'hypoxémie, qui peut parfois rendre difficile la préoxygénation, des difficultés liées au risque de poussée hypertensive lors de l'induction en séquence rapide, qui doivent être prévenues par l'administration, par exemple, et y compris pendant l'induction, de petits bolus d'inhibiteurs calciques et éventuellement l'utilisation de dérivés morphiniques de courte durée d'action comme le rémifentanil, qui a l'avantage d'être rapidement éliminé et donc de ne pas avoir ou peu de conséquences sur le bébé qui de toute façon devra être réanimé par une équipe de néonatologistes spécialisés. Progressivement, dans la littérature, on a appris à utiliser plus souvent et de plus en plus souvent maintenant les techniques d'anesthésie loco-régionale pour la prise en charge des prééclamptiques sévères. En effet, et en l'absence de contre-indication, thrombopénie sévère, troubles de l'hémostase, eh bien finalement, les techniques d'anesthésie loco-régionale, notamment la rachianesthésie, sont des techniques tout à fait adaptées pour la réalisation de la césarienne. En effet, au cours de cet événement, un bloc sympathique va être créé par la rachianesthésie. Il va permettre de faire baisser la pression artérielle le plus souvent à des niveaux qui sont moins importants que chez la femme non prééclamptique, qui ne nécessitera pas d'administration de médicaments vasoconstricteurs et qui n'aura aucune conséquence sur le bien-être fœtal. De nombreux papiers sont maintenant très rassurants sur cette technique et c'est le plus souvent la rachianesthésie qui est utilisée pour la césarienne chez une patiente prééclamptique. Concernant l'anesthésie générale, comme on l'a vu, attention aux risques liés à la poussée hypertensive à l'induction qui peut précipiter un accident vasculaire cérébral hémorragique ou éventuellement des œdèmes aigus du poumon liés à une augmentation trop forte de la post-charge. Viendront ensuite les problèmes de la prise en charge du postpartum. En effet, une fois que le bébé est né, l'obstétricien a fait l'immense majorité de son travail, le néonatologiste est parti avec le ou les bébés, et puis l'anesthésiste se retrouve avec la patiente et se pose le problème de dans quelle structure, où la surveiller, car la période du postpartum est également une période à risque. Certes, le placenta n'est plus dans la patiente, mais il y a des complications qui peuvent persister pendant encore quelques heures, voire quelques jours, dans la période du postpartum. Ces complications sont le risque de surcharge, et notamment d'œdème aigu du poumon, qu'on peut traiter par exemple par des petites doses de diurétiques, la persistance d'une hypertension artérielle qui nécessitera le maintien du traitement antihypertenseur puis son sevrage progressif, et puis enfin un rebond d'hypercoagulabilité chez ces patients qui peut les exposer à un risque accru de maladies veineuses thromboemboliques. Donc dans ce contexte, il convient de surveiller les patientes de manière rapprochée, pas nécessairement dans une réanimation car elles ne présentent pas de défaillance d'organes, mais dans une structure où on peut surveiller de manière rapprochée et la clinique et la biologie. La question qui pourrait éventuellement être posée également est celle de l'administration des corticoïdes, car à la suite des travaux qui avaient montré que les corticoïdes étaient bénéfiques en prépartum, notamment et principalement pour le bébé, en maturant le poumon et éventuellement en ayant des effets protecteurs cérébraux, eh bien, les gens avaient observé une sorte de lune de miel, c'est-à-dire de limitation des effets de la thrombopénie chez ces patientes. Et par analogie, certains ont proposé qu'on puisse poursuivre les corticoïdes après l'accouchement pour guérir plus vite, notamment les HELP syndromes, faire revenir plus vite les plaquettes à la normale et décroître et résorber la cytolyse hépatique. Eh bien, quelques petites séries, puis ensuite une méta-analyse semble indiquer que ce n'est pas très efficace, voire pas du tout, et qu'on ne soigne ni des chiffres de plaquettes, ni des cytolyses hépatiques, mais des patientes, et que les corticoïdes n'ont probablement aucun intérêt dans ce contexte. Donc, en résumé, la prééclampsie sévère
C'est une maladie potentiellement très grave menaçant le pronostic vital d'une maman et de son ou de ses fœtus. Elle nécessite une collaboration pluridisciplinaire, étroite avec l'obstétricien, mais également les pédiatres néonatologistes, pour optimiser, idéalement attendre au moins 48 heures l'efficacité d'une corticothérapie en cas de risque de prématurité, mais parfois savoir interrompre la grossesse vite, car le pronostic vital de la mère et de l'enfant sont engagés, soit parce qu'elle vient de convulser, soit parce que l'hypertension artérielle est particulièrement importante et mal contrôlée, soit parce que le HELP syndrome s'installe, soit parce que la patiente est en surcharge hydrosodée majeure avec un œdème du poumon, une détresse respiratoire, et à ce moment-là, le traitement consiste évidemment à arrêter plus vite qu'attendu la grossesse. L'optimisation de la prise en charge, c'est l'écriture de protocoles. Aujourd'hui, il y a des recommandations en français, des sociétés savantes, CNGOF et SFAR, sur la prise en charge de la prééclampsie, la place des différents traitements antihypertenseurs, la place du magnésium, et ces protocoles doivent être connus et homogènes dans toutes les structures. C'est enfin un modèle extrêmement intéressant de maladie de l'endothélium qui s'apparente finalement à un équivalent de sepsis, mais plus prolongé, avec des phénomènes inflammatoires, une agression endothéliale telle que vous l'avez vu dans le chapitre consacré à la physiopathologie de la maladie, et peut-être une place pour de nouveaux traitements et de nouvelles explorations en rapport avec ces nouvelles connaissances sur la physiopathologie.